a 50 ans, 4 photographes créent l'agence de presse Photo Gamma. Pendant 30 ans, les agences françaises vont dominer le photojournalisme mondial. À cette occasion, Michel Pluech rencontre quelques-uns des protagonistes de cette grande aventure. Aujourd'hui, rencontre avec Hubert Enroth. Vous êtes né le 16 juin 1934 à Serges, dans la Sarthe. En 1954, vous devenez étudiant photographe à la prestigieuse école d'art et métiers de Vevey en Suisse. En 1960, grâce aux photos que vous avez faites pendant votre service militaire au Maroc, vous devenez photographe au quotidien Le Figaro, qui trône alors sur le rond-point des Champs-Élysées, journal que vous allez quitter, à la surprise de toute la rédaction, pour fonder le 14 novembre 1966 l'agence de presse Gamma. Vos associés sont Hugues Vassal, Léonard de Rémy et Raymond Despardons. Jean Monteux, le meilleur commercial du moment, se joint à l'équipe, bientôt renforcée par l'arrivée de Gilles Caron. En 1973, vous quittez Gamma pour créer l'agence de presse Sigma, qui va donner le ton à 3 décennies de photojournalisme. À la fin des années 90, vous êtes débarqué de votre agence par l'un de vos actionnaires qui va vendre Sigma à Corbis, une société de Bill Gates. L'homme le plus riche du monde en déposera malproprement le bilan en 2010. Une fin d'histoire qui tourmente votre retraite. Vous êtes une personnalité respectée mondialement dans le photojournalisme. Vous avez écrit vos souvenirs dans Le Monde dans les yeux, mais durant ces années florissantes pour le photojournalisme, le monde des magazines, Time, Newsweek, Paris Match, Stern, pour ne citer que cela, ont eu les yeux sur vous. Mais peu de gens savent qu'avant de devenir le patron, vous avez été un reporter photographe militant pour les droits des photojournalistes. Dès 1961, vous vous rendez à Lyon pour rencontrer des confrères de Rhône-Alpes qui ont créé l'Association nationale des reporters photographes, dont vous deviendrez vice-président l'année suivante. Aussi, Hubert Enroth, aujourd'hui, j'aimerais que vous nous racontiez le métier comme vous l'avez trouvé en commençant à l'époque du Figaro dans les années 60. Découvert surtout par l'association, parce que moi je m'ennuyais beaucoup au Figaro. Donc quand je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose à faire pour le métier, l'association, qui a très vite à Paris englobé tous les grands photographes, y compris de Match, de L'époque, l'Express, etc. Et puis des agences, parce qu'il existait quand même l'agence Dalmas, l'agence Reporters Associés, l'agence Apis et d'autres petites agences. Mais il y avait 2 grandes agences. C'était Dalmas et Reporters Associés, qui avaient de très bons photographes. Despardons en faisait partie. Henri Bureau faisait partie des Reporters Associés. La grande plainte pour les photographes d'agence, surtout, c'était d'être considérés comme des sous-journalistes par les journalistes rédacteurs. Et ça, il y avait vraiment une plainte. Bon, l'association a essayé de trouver des solutions, a parlé avec les syndicats, parce qu'en fait, là où nous avons fait une erreur, c'est de créer une association, alors qu'il aurait fallu créer carrément un syndicat. Alors, on allait se plaindre des syndicats, mais les syndicats de journalistes, ils n'en avaient rien à faire de nos problèmes. Et les photographes étaient considérés comme des techniciens. Oui, maximum. Oui, maximum comme des techniciens. Et ils n'étaient pas crédités, sauf 2-3 magazines comme Match signaient leurs photographes à eux. Ils signaient l'agence, le nom de l'agence, mais pas le nom des photographes, qui existe encore un petit peu aujourd'hui, il faut le reconnaître. Ensuite, je rencontre plusieurs photographes avec qui je deviens ami, que je ne connaissais pas. Léonard de Rémy, qui était reporter associé lui aussi. Hugues Vassal, qui était à France Dimanche. Claude Azoulay, qui était à Match, etc. Nous entretenons des rapports étroits, on devient amis. Et un jour, Léonard de Rémy, qui était un spécialiste des photos de cinéma, des photos de tournage de films, il faisait que ça et ça marchait très bien pour lui. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire marcher très bien? Dans ces agences, ils étaient payés au pourcentage
soi-disant. On ne donnait aucune information, aucun rapport, aucun relevé à la fin du mois. On vous donnait des acomptes. C'était, et souvent, en liquide. Les photographes, dont de Rémy surtout, parce que c'est lui qui était le plus intéressé, le plus passionné, qui était prêt à tout envoyer promener, m'a dit il y a une seule solution, c'est de faire nous-mêmes une agence qui donnera l'exemple, qui aura des relevés en transparence totale et où les photographes pourront être associés éventuellement. Mais ces débats se tenaient au sein de cette association ou hors de l'association? C'était avec des photographes de l'association, bien sûr. Oui, oui. Mais donc l'association était une espèce de club de réflexion aussi. Oui, tout à fait. On a fait. Il y avait un secrétariat, il y avait une secrétaire, il y avait ce qui a permis de faire plusieurs réalisations. On a fait une exposition à Orly. C'est là où j'ai fait la connaissance réelle des photos de Raymond Depardon, qui m'a absolument subjugué. Oui, dans les archives de la NGRPC, on voit aussi des interventions auprès des ministères pour les brassards de presse ou pour les macarons. Enfin, c'est-à-dire, il y avait une défense. Avec les syndicats, on n'était pas reçus à cette époque-là. Non, une association n'était pas reçue. Aujourd'hui, une association a du poids qu'elle n'avait pas à l'époque. On a donc réfléchi à ces formules que nous pourrions mettre en place. Ça voulait dire que j'allais donner ma démission, que Léonard donnerait sa démission aussi, et des photographes comme Raymond Depardon étaient intéressés, sans être absolument emballés, mais il ne gagnait pas trop mal sa vie. Je crois qu'il était salarié à Dalmas, donc ça lui posait un problème. Voilà, et on s'est mis en route, réunion sur réunion, et on a signé le 14 novembre 1966 les statuts et versement des parts de chacun à égalité. J'y tenais beaucoup. Tous les jours, je pratiquais un peu du syndicalisme avec ce que je faisais. J'avais ça dans la tête, égalité. C'était une grosse erreur. Nous allions le payer très cher un jour. Vous militiez beaucoup à l'époque, vous occupiez beaucoup de cette association. Je travaillais la nuit au Figaro. L'après-midi, je travaillais à l'association. Oui, avant d'en arriver là, il s'est écoulé, on a commencé en 62 réellement, écoulé 3 ans, avant qu'on pense à tout créer, tout faire, etc. Pas une création spontanée, ça a été mûrement réfléchi. On a étudié, on a posé des questions à droite, à gauche. Après, ça s'est fait, quand tout le monde a donné son accord, là, ça a été assez rapidement. Et les autres agences ont été très, très vite terrassées. Les photographes de ces agences, on leur faisait un relevé sur un paquet de cigarettes en disant, voilà, t'as fait 100 à Stern, t'as fait 150 à Bach, t'as fait 200, voilà, ça fait 500, pour toi ça fait 250, voilà 250. Voilà comment ça se passait. Hein, c'est-à-dire le bordel total et la tromperie générale. Hein. Donc ça, c'était évidemment, il fallait que ça cesse. Hein. Donc la motivation principale, c'était le contrôle des piges, quelque part, et la signature? C'était plus fort que ça. Ce qu'on a voulu, c'est créer, avec l'idée de ce que j'ai imaginé à l'écoute de tout le monde, c'était de créer un code d'honneur. On lançait Gamma avec un code d'honneur. Ce code d'honneur ne laisserait pas un seul tirage sortir du laboratoire sans qu'il y ait un tampon, Hugues Vassal, Gamma. Ce code d'honneur permettait de faire de la coproduction. Payait la moitié de tous les frais, le photographe en payait la moitié, mais on avançait. On avançait les frais de voyage, on avançait les films, on avançait tout ça. Et on faisait ensuite un relevé chaque mois qui, pendant les 7 ans où j'ai été directeur de Gamma, n'a jamais eu l'ombre d'un retard, même d'une journée, dans une transparence intégrale. Alors, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde voulait rentrer à Gamma. Voilà, donc là, il y avait la queue sur le trottoir. Je n'ai pas engagé de photographe.
sans l'accord de mes partenaires. Hein, ça me paraissait la moindre des choses. Mais on a pris trop de photographes. 1. 2, il y avait les photographes associés et il y avait les photographes non associés. Cela a très vite créé des jalousies, des égoïsmes. Les photographes non associés mettaient leur nom sur le cahier, de reportage en disant « je voudrais faire telle chose, je voudrais faire De Gaulle à tel endroit, etc. » Bon. Et au bout d'un certain temps, les photographes associés ont dit non, c'est nous qui décidons, c'est nous qui choisissons. C'était pas grave, dans la mesure où ça cessait, où on trouvait une solution. Mais il n'y a pas eu de solution de trouver, il y a eu des conflits qui se sont envenimés, qui se sont devenus graves, au bout d'un moment, absolument impossible à diriger. Mais avant ces ennuis internes, enfin ces débats internes, avant ces discussions, il y a eu un immense succès de Gamma. Ça a été une véritable fusée, parce que ça a commencé avec la guerre en Israël. La guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours. Suivi du Vietnam, suivi de toute la grande actualité mondiale. On couvrait toute la grande actualité mondiale. Même aux États-Unis, on est allé faire la campagne électorale de Nixon, on est allé faire, ça c'est Raymond Depardon qui l'avait fait. Évidemment, ça a démarré très fort dès la première semaine. Les journaux étaient ébahis par ce qu'on faisait, ils étaient vraiment demandeurs, et nous, on a très vite fait rentrer de l'argent, hein, très très vite. Pas des sommes colossales au départ, bien sûr, puisqu'en fait, il n'y avait que Depardon, de Rémy, Vassal. Et Gilles Caron est arrivé assez vite. Il est arrivé en avril de 67. Et là, ça a été une fusée. Vous avez raison d'employer ce mot. Il a été envoyé par Monique Kuznetsov en Israël faire un défilé de mode, c'est-à-dire un sujet bateau. Mais Gilles faisait tout. Hein, il voulait tout faire. Il avait un appétit absolument incroyable et aimait tout. Le people, le news, le hot news, etc. Et quand il est à Tel Aviv, il sort de ce défilé, il regarde et il voit que la ville est dans une effervescence absolument dingue, des chars, énormément de militaires dans les rues, etc., etc. Il se dit, il est en train de se préparer quelque chose de grave, d'important. Il rentre à Paris à porter ses films, consciencieusement, hein, et le lendemain matin, hop, il reprend un autre avion pour Tel Aviv, et là, il arrive au moment où les Israéliens commencent à envahir le Sinaï. Donc, il traverse le Sinaï avec les troupes israéliennes. C'est là où il a réalisé les plus grandes photos qui ont été faites sur la guerre des 6 jours par n'importe qui. Hein. Et puis, non content de ce succès, il décide de partir au Vietnam. Dans la même année, c'est-à-dire, sauf erreur, en juin, je crois, 67, et il part en août pour Hong Kong, d'abord, où il fait un reportage très, très, très sympa sur Hong Kong. C'était pas encore très connu, Hong Kong. Et là, il part au Vietnam. Et au Vietnam, il a fait des images absolument extraordinaires, dont la colline 875, qui a failli très mal tourner, parce qu'il envoie ses films dans un avion qui tombe en panne à Marseille. À Marseille, moi j'appelle toutes les demi-heures, l'avion il repart ou il repart pas, etc. C'était un lundi, les matchs bouclés comme aujourd'hui, le lundi soir. Donc je me disais, ça va arriver trop tard. Et à l'époque, les sujets, un match, on n'attendait pas une semaine. Un sujet de grosse actualité était grillé la semaine suivante par un autre, et même s'il y avait des photos extraordinaires, c'était oublié. Et finalement, l'avion ne repart pas. Je réussis, après 150 téléphones, à faire transférer le paquet sur un autre vol, et il finit par arriver. Mais le lendemain, sur le moment, je n'ai pas voulu informer Gilles de cette catastrophe, parce que je me dis, il va craquer, là, s'il apprend ça. Et effectivement, on n'a pas fait match. Mais on a fait le monde entier.
Et à l'époque, ces reportages se vendaient cher par rapport au coût de la vie de l'époque ou... Sur des scoops, sur des grandes exclusivités mondiales, comme la colline 875 en était un, le prix était, ça n'existe plus aujourd'hui, c'est même pas la peine d'en parler, mais les photographes, tous ceux qui travaillaient bien, ont très vite gagné leur vie, vraiment fortement, hein, vraiment. Donc ça veut dire que les prix étaient respectables et honorables, vraiment. Qu'il n'y avait pas de photo à 2 € à l'époque, ça n'existait pas, hein, voilà. Mais c'était dans les 30 glorieuses. Les journaux avaient de l'argent, avaient de la publicité, etc. Bon, et la télé commençait, elle bouffait pas tout, voilà. Et quel rapport vous aviez avec les grands magazines, avec les rédactions en chef? Vous les informiez de ce que faisaient les photographes ou bien c'était secret? Non. On parlait beaucoup. Il n'y avait pas que moi, mais Jean Monteux, qui était le vendeur de Gamma, avait des rapports humains assez extraordinaires avec les journaux et il servait de go-between. Mais moi, j'appelais, si nécessaire, on parlait des idées qu'on avait. Mais quand le photographe était parti, pas avant, on craignait quand même qu'ils n'étaient pas totalement idiots. Quand il y a eu l'histoire du Biafra l'année suivante, on a été les seuls. Ça, c'était Floris de Valleville, le nouveau rédacteur en chef qui avait trouvé l'information. Petit article dans Le Monde. Il a monté l'histoire. Il a été extraordinaire, hein, parce qu'il fallait pouvoir y aller au Biafra. Il n'y a pas de vol. Hein. Bon. Et ça a été encore un des grands scoops faits par Gilles. C'était normal, on lui donnait les gros coups. C'était logique. Hein, et il nous a pas déçus. Il était passionnant, dynamique, s'intéressant à tout, voyant tous les films, tous les musées, toutes les expositions. On a l'impression que la disparition de Gilles Caron marquait profondément l'agence Gamma. Et peut-être qu'elle n'a pas été la même après le départ, enfin après la disparition de Gilles Caron. Ah mais totalement, ça a été un choc. Bon, on ne voulait pas y croire, c'était pas possible. Il avait subitement disparu, on n'a jamais eu la moindre nouvelle, on a fait toutes les enquêtes possibles. Personne n'a jamais rien su. Donc on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et nous avons vécu pendant au moins 2 ans, voire 3, l'espoir de le voir revenir. On a vécu avec ça. Sa femme aussi, sa famille aussi, ses filles aussi. On était tous imprégnés de ça. Et pas seulement Raymond Depardon, pour qui était très proche de lui, vraiment très proche. Moi j'étais proche aussi. Je me souviens d'une lettre que je lui ai envoyée après la colline 875, parce que les photos qu'il a faites m'ont fait très peur. Il était quasiment devant les Américains qui tiraient, et tous les arbres étaient abattus, tout était détruit. Gilles, il faut vous calmer, parce que là, il va arriver un pépin, ça va être très grave pour nous tous, pour vous, mais pour nous tous aussi. Donc, faites attention à vous. C'était sincère, en plus. Oui, parce que ça, c'est une chose dont on parle peu dans ce métier. C'est l'angoisse. Patrons d'agences comme vous, des rédacteurs en chef des agences, face à la possibilité que les photographes qui sont partis d'accord de leur plein gré, mais dont on se sent responsable, il leur arrive quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelque chose à ce propos? Parce que... Tout à fait. Parce qu'en fait, si vous voulez, il n'existait pas encore d'assurance accessible pour protéger un photographe ou un journaliste sur des coups durs. Ça n'existait pas. Ensuite, comme ça a commencé à exister, ça a été des sommes considérables. Donc il a fallu attendre d'avoir les moyens de faire ça, mais à partir d'une certaine époque, moi je ne laissais plus jamais partir quelqu'un s'il n'était pas assuré, sur les coups durs. Hein. Non, ça mais c'est vrai que quand on voit les photos, on se dit mais on est fou. Il faut préciser donc que nos inquiétudes, nos angoisses et celles des photographes qui partaient sur des coups durs
à une époque où il n'y avait pas encore d'assurance vie, ni rien du tout, une assurance vie qui protégerait sa famille, ses enfants, etc., en cas de coup dur. Mais c'est d'autant plus grave que Gilles est parti au Cambodge parce que les Vietnamiens arrivaient. Ça n'avait pas un intérêt primordial. Gilles a eu besoin de ça, il avait besoin de partir faire ça, il est parti en douce. Moi, je l'ai su après son départ. Et ça, j'étais pas content, parce que je me dis, attends, il vient de prendre encore et encore. Il sortait du Tchad, où ils ont quand même été prisonniers pendant pas mal de jours. Je dis, un jour, ça va finir mal. J'étais absolument furieux qu'il soit parti comme ça, sans en parler. Le seul avec qui il en avait parlé, c'était Raymond Depard. Donc il l'a emmené au Bourget, parce qu'il n'avait pas de billet. Il arrive au Bourget, on lui dit c'est complet. Et là, il a poussé un scandale gigantesque que la compagnie a eu, non pas peur, mais on voulu le calmer. Dire, bon, écoutez, on prend un billet normal, on va vous mettre en première. C'est tout ce qui reste. Mais moi, je n'ai pas apprécié du tout. Et si j'avais su, j'aurais tout fait pour l'en empêcher. J'aurais probablement échoué, mais j'aurais tout fait, parce que ça suffisait. Là. Il y avait une succession de risques de plus en plus violents, de plus en plus forts, qui vous font réfléchir sérieusement. Puis surtout, quand je voyais bien que Gilles ne faisait attention à rien. Il avait envie de réussir son coup, point barre. Et vous, alors là-dedans, vous ne regrettiez pas de ne plus faire de photos, de ne plus être photographe? Quelle était votre vie au début de gamin là? Comment vous êtes devenu patron parce que vous étiez un photographe? Oui, mais il se trouve que j'avais appris la gestion, que j'avais appris la comptabilité à Vevey, où on n'apprenait pas seulement la photographie, mais également comment gérer sa propre maison. Non pas une maison de 200 personnes, mais bon, ça vient après. J'étais tellement passionné par cette réussite, cette idée qu'on avait eue, ce risque que j'avais pris, parce que moi j'avais quand même déjà 66, j'avais 3 enfants déjà. Hein. Donc j'ai pris le risque de 16 mois de salaire, c'est ce qu'on avait au Figaro à l'époque. 16 mois, hein, on avait le 13e mois, un mois pour les vacances, un mois sur les bénéfices, un mois je ne sais pas quoi. On avait 16 mois tous les ans. Bon, donc ça finit, même si mon salaire au départ était tout petit, il était de 800 francs, plus une note de frais. On se faisait engueuler quand on ne faisait pas de note de frais assez importante. Non, mais quand on repense à cette époque, je me souviens d'une réunion. Il y avait une réunion avec le grand patron Pierre Brisséan, qui a été un homme qui a laissé beaucoup de traces, disant en 1962 ou 63, je suis très ennuyé. Nous avons gagné trop d'argent. On est en train de réfléchir à ce qu'on va faire, mais on gagne trop d'argent. Faites des notes de frais, je vous en prie. Devant toute la rédaction, devant 30 ou 35 personnes. Non, avec le recul, on se dit, mais... Ouais, bref, quelle époque merveilleuse. Mais à gamin, bon, les notes de frais n'étaient pas semblables. Et vos horaires non plus, j'imagine. Non, il n'y avait pas d'horaire. Il n'y en avait pas, ni le jour, ni la nuit, ni le week-end, etc. Évidemment, bien sûr. Vous étiez constamment pris par l'agence, par la gestion de l'agence. Il n'était pas possible d'aller faire des photos, d'aller en reportage en laissant les choses comme ça. Il y avait trop de détails. Jean Monteux était quelqu'un de très exigeant comme vendeur, et il fallait qu'à l'agence, ça suive. La livraison, la finition des tirages, etc. Il m'appelait toutes les 10 minutes, je veux ça à telle heure, je veux ça à telle heure, je veux ça à telle heure. Donc on était pris dans un engrenage qui a fait la réussite. Hein. Après, malheureusement,
il y a ces disputes que vous avez évoquées. Vous partez pour créer Sigma, qui était encore une autre aventure dont il faudra qu'on parle aussi. Mais aujourd'hui, le monde tel que vous le voyez, tel que vous entendez les photographes parler, qu'est-ce que ça vous inspire, le monde du photojournalisme d'aujourd'hui? Ça m'inspire que je me demande s'il y a encore des photojournalistes. Ce que j'appelle des vrais reporters photojournalistes qui vivent de ça uniquement et qui font donc ce qu'ils veulent. Les journaux ne donnent plus de garantie, les journaux ne payent plus rien, les prix sont devenus ridicules. Il y a Le Monde qui donne encore de temps en temps sur des coûts importants où ils veulent avoir leur marque précise, et ça, il faut les saluer, donne des garanties ou paye les photos à un prix raisonnable, pas important, mais raisonnable. Hein. Bon, c'est déjà beaucoup. Et signe très bien. Pour le reste, c'est vrai que c'est une tristesse infinie. Je remarque que de temps en temps, il y a un photographe qui passe 6 mois, 3 mois en Syrie, en Libye, sur l'actualité très violente et très chaude. On se dit, la prochaine fois, il va pas revenir. Et il fait ça pour rien, pour vivre avec 1 000 euros, 1 500 euros, c'est-à-dire au SMIC. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot de la part des journaux. C'est-à-dire, il n'y a même pas de respect humain de laisser faire ça, de laisser prendre des risques pareils, sans payer un prix qui permette de vivre correctement. Et c'est très grave. Je ne vois pas, au jour d'aujourd'hui, de ce que je sais, je ne vois pas comment on pourrait ressusciter la qualité, la commercialisation, les parutions qui ont fait le succès de Paris, qui ont fait le succès du photojournalisme français, il y a 50 ans. Merci Hubert. Cet entretien a été enregistré le 22 juin 2016 à Paris. Nos remerciements vont naturellement à Hubert Enroth pour son témoignage. À l'agence SIPA qui nous a offert l'hospitalité pour cet enregistrement. A cappella. Prise de son et mixage Michel Puech.